Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission du 4 juin 2026. Remettons nos pendules à l'heure. Alors, nous allons cette fois-ci traiter de la guerre autour du détroit d'Ormuz. Et là, donc, nous voyons, alors que Trump faisait des politesses aux Iraniens et s'aplatissait presque comme une carpette, on va dire, qu'il y mettait, en tout cas, bon, pour être plus gentil, on va dire qu'il y mettait beaucoup du sien. Voilà comment il est remercié, ridiculisé, humilié par le bombardement donc de l'aéroport du Koweït. Lui qui menaçait l'Iran, eh bien, dans les faits, c'est les pays qu'il est censé protéger, que les Américains sont censés protéger, qui sont visés. Alors, au-delà des dégâts matériels, il faut voir les autres dégâts politiques qui sont beaucoup plus graves. Parce que là, dans ces drones destructeurs, là, qui s'en prennent à un aéroport civil, directement viser la population, il y a le message suivant. 1. Les Américains ne vous protègent pas. 2. Message à la population. Vos royautés ne vous protègent pas. Vos royautés sont dénoncées par Dieu. À la mode Ben Laden, vous vous rappelez, les Américains, ils vont pas être sur notre sol, etc. et tout. Ça va exactement alimenter ce style de discours. Donc, il est vraiment capital que la réponse soit appropriée. On ne peut pas laisser l'Iran mener le chantage. Une démocratie est tout à fait capable, je parle des Américains là, de se défendre. Il suffit simplement d'expliquer à sa population pourquoi et qu'elle soit motivée. Donc voilà ce que je vous ai déjà expliqué, mais on va approfondir dans les minutes là qui suivent. Bien. Donc en somme, ce que je vous disais, c'est que aussi en s'attaquant au détroit d'Ormuz, les Iraniens ont compris les USA. Ils ont compris Trump. Ils savent que l'économie est le maître mot de la politique américaine. Donc bingo, détroit d'Ormuz. Et en plus, ils ont la connivence de la Chine et de la Russie. Donc la Russie, on met à part, mais je l'ai déjà dit, il n'est ni dans l'intérêt des USA, ni dans l'intérêt de la Chine d'être des adversaires. Non, la planète est bien assez grande pour qu'ils se la partagent en deux. Parce que pour l'instant, c'est effectivement ce qui peut se faire, mais ça sera peut-être pas toujours le cas. Bon, Trump n'a pas compris. Donc, si les Iraniens ont compris Trump n'a pas compris les Iraniens. Le facteur idéologique est primordial chez eux. Ils sont sûrs d'eux. Ils veulent s'imposer au monde au niveau idéologique. C'est au niveau d'être les, vous savez, chiites, sunnites, vous direz pourtant ils sont ensemble, ils s'entretuent. Pourquoi ? Parce qu'il y a le leadership qui est en jeu. Ce leadership passe par Jérusalem. Donc, cette END juive, les Gazaouis, tout ça, tout ce que vous savez là. Là derrière, la vraie et unique raison, c'est apparaître comme le leadership des chiites sur les sunnites. Voilà. D'où le Hezbollah. Le Hezbollah n'est que l'expression de cette volonté. Parce que c'est de la folie dingue. Ce pays, l'Iran, qui a ruiné son pays, ses terres agricoles sont en train de devenir complètement, ont été désertifiées par une mauvaise gestion des barrages hydrauliques, par exemple. Il court à la catastrophe. Alors bon, éliminer une partie de sa population qui a des idées progressistes, comme l'autre moitié va rétablir la natalité très vite, ça lui pose aucun problème. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On a encouragé les Iraniens à se révolter et ça s'est terminé par des bains de sang dans la rue. Donc il modifie puis la population est modifiée à l'image du pouvoir et non pas la population qui va influer sur le pouvoir. Donc on ne peut pas s'éviter un changement de régime. Et ça doit être dans les conditions qui seront posées à l'Iran, c'est d'accepter une royauté
constitutionnelle. Alors là, je vous montre une autre image. Donc voilà, Reza Pahlavi, Pahlavi, donc le fils de l'ancien Shah, qui est un homme donc démocrate, qui connaît bien les USA. Avec lui, c'est certain, la richesse pour l'Iran, mais aussi pour la région globale, la paix est assurée à tous. Ah mais vous me direz, alors que faire? Il faut aller là-bas, se faire tuer par milliers là, les Iraniens? On va voir ça plus tard. Non, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Comment on va réfléchir peut-être à une méthode où les Iraniens veulent jouer au plus malin. Eh bien, on verra qui aura le dernier mot. À malin ennemi, comme on dit. Alors, continuons. Donc oui, Trump, il faut bien qu'il comprenne ça. C'est que pour eux, on est face à des gens qui sont des dogmatiques comme Hitler. Pour eux, ça passe par la destruction d'Israël et donc par rendre ridicule les USA et retourner les pays arabes contre eux. Et saper donc l'influence des sunnites, gagner le Yémen aussi, n'oublions pas, hein, ça peut reboucher de ce côté-là. Et n'oublions pas aussi autre chose. Attendez. Où c'est que c'est passé? Voilà, Casseur, le coup de gueule de Catherine Marchand. Bon, bah, elle exprime ce que tout le monde pense. Hein. Rien à foutre de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent. Ils cassent, et ben, ça ne doit plus se produire. Et il faut vraiment qu'ils payent, elle dit, sur tous les plans. Et tout à fait d'accord. Et là, pourquoi je vous montre cette image-là? Parce que pareil, hein, vous avez une majorité des populations islamisées qui sont sous influence ou de l'Algérie ou des Turcs. Mais si vous avez l'Iran qui vraiment fait figure de héros vis-à-vis des jeunes, la génération d'après, vous pouvez avoir aussi des changements. Hein. Donc, vous voyez, le Hezbollah s'est imposé dans des pays où vous aviez une population pourtant aussi sunnite. Hein. Donc là, méfions-nous. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si dans le même temps, ils peuvent aussi s'entendre avec les islamo-gauchistes, hein, les Iraniens, ça serait pas surprenant. En plus, je vous rappelle, la France s'est montrée plutôt bon accueil à Khomeini. Donc on est sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Donc, comme par hasard, hein, on n'a jamais vu des violences urbaines qui ont atteint ce stade-là, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc, c'est peut-être pas un hasard, et il y a peut-être bien aussi cette espèce de simulation avec ce qui se passe avec l'Iran. Bon, donc, je vous disais, Trump n'a pas compris les Iraniens, le fait du dogmatisme. Et maintenant, eh bien, je vous propose, pour savoir qui gagne une guerre, de faire des petits retours en arrière. Alors, oui, pour gagner une guerre, vous pouvez avoir, évidemment, on dit, le facteur le plus important n'est... Alors, attendez. Bon,
Alors, je vous mets le film de la bataille des Thermopyles, qui est évidemment un peu symbolique, à savoir que de nombreuses batailles n'ont pas été gagnées par ceux qui étaient en plus grand nombre, ni même forcément les mieux armés. Et on voit que parfois, actuellement c'est le cas, quand vous avez des pays qui sont capables d'avoir des missiles intercontinentaux, etc., et les dégâts, on les fait avec quoi? Avec des drones. Donc voilà, c'est avoir des armes et savoir s'en servir, et des armes adaptées à la situation du moment. Situation du moment, ça me fait donc là pour le nombre, je vous parlais on a eu aussi l'armée d'Alexandre le Grand qui a battu tout de même les 60 000 soldats de Darius, empereur de Perse, avec 40 000 Grecs. Et là, la résistance, et donc ils ont bloqué un passage, les Thermopyles. Alors, d'après la légende, ils auraient été 300 plus un millier comment dire, d'alliés grecs. Et pour d'autres, et puis de l'autre côté, 300 000 Perses en gros. Et pour certains historiens, ça serait plutôt 7 000. D'après Hérodote, ça serait 300 000. Bon, on va pas couper là-dedans. Mais voilà l'idée. Ensuite, donc, je vous montrerai donc autre épisode. Voilà. Voilà. Waterloo, les boulets français s'enfoncent dans la boue. Donc, vous savez, voilà ce qui a été décisif à Waterloo. Napoléon avait sa chance, hein. C'est-à-dire qu'il écrêtait et il y allait, il bombardait. Malheureusement, ça a été un des facteurs décisifs, c'est que la canonnade qui était impérative pour avoir une chance, eh bien, le terrain était tellement détrempé que le terrain a absorbé les canons, alors qu'à cette époque, il devait faire boum, ricocher. Donc voilà, la pluie a gagné à Waterloo, comme la pluie a gagné aussi la bataille d'Azincourt en 1415. Hein, il pleut beaucoup. Les chevaux, donc, la chevalerie française, la fine chevalerie française, la meilleure cavalerie là, donc, de l'époque, hein, va s'embourber lourdement armée en très grand nombre, eh ben, d'autant plus qu'ils sont nombreux et qu'elle est lourdement armée, avec une armure qui fait son poids, n'est-ce pas? Ils s'embourbent et tac, 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 les archers anglais, ils te déciment tout. On a eu toute la cavalerie française fauchée par les archers anglais. Voilà, donc ça a été évidemment, là encore, la pluie a gagné. Ensuite, donc, on voit qu'une guerre, il y a des facteurs nombreux à prendre en compte. Le détroit d'Ormuz, eh ben, c'est un facteur géopolitique qui devait être pris en compte. On a d'ailleurs, attendez, je ne sais plus où j'avais marqué. Oui, dans notre bataille des Thermopyles, c'est pareil. Hein. Les Grecs, ils ont tenu. Pourquoi? Parce que les 300 se sont mis à l'embouchure des Thermopyles avec l'aide je sais plus comment de ceux qui les aidaient au niveau des Grecs, là. Et parce qu'il y avait un passage étroit, et les Perses, aussi nombreux qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas passer plus nombreux. Donc, ils ont tenu jusqu'à ce qu'un traître puisse trouver un petit passage et faire passer l'armée perse par derrière, et qu'ils ont été donc repris par l'arrière. Donc, ils devaient se défendre sur deux fronts. Voilà. Donc, le facteur géopolitique, là, on se retrouve pareil, vous voyez, on était dans les années, je ne sais plus, c'est les Thermopyles, si c'est combien, attendez, on va revoir ça, c'est très vieux, hein. 5e siècle avant Jésus-Christ, voilà. Hein. Eh bien, nous, en l'an 2026, on se retrouve avec le même problème. Voilà. Donc,
le problème dogmatique, hein, eh bien, c'est le même problème qu'on a eu avec l'Allemagne nazie. Hein. Donc, je vous lis. Voilà, 1er septembre 1939, dans un discours au Reichstag, Adolf Hitler présente l'invasion de la Pologne comme une opération de défense et de sauvetage. Donc on vous explique que les Allemands avaient eux-mêmes monté un accident de frontière pour trouver une excuse pour aller envahir la Pologne au prétexte que des populations germanophones subissaient des persécutions. Ça vous rappelle pas un peu l'Ukraine, ça ? Révisez votre histoire et vous retrouverez des solutions. Donc voilà, un petit écho. Hein. Poutine, il s'est inspiré lui aussi. Hein. Bon, ensuite, où on en était? Oui, et pareil, ensuite, il y a eu Staline. Staline, il n'a pas compris Hitler. Il y avait le... Alors, oh, attendez, je crois que j'ai quelque chose sur le parc. Est-ce que je l'ai, le parc germano-soviétique? Je vous demande quelques petits instants. Voilà, le parc germano-soviétique, donc ça c'est Wikipédia, accord diplomatique, donc le 23 août 1939 à Moscou, donc entre Staline et Hitler, quoi, non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, et donc, et ils s'engagent à se partager l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand les Allemands ont attaqué l'Europe, hop, les Russes, ils ont pris la moitié sud, moitié nord pour les Allemands, moitié sud pour les... Non, moitié... Qu'est-ce que je vous raconte? Moitié ouest pour les Allemands, moitié est pour les Russes. Hein. Et ils ont pardonné les terres, en plus, après-guerre. Hein. Donc, alors que les Polonais ont vraiment été les héros de la résistance au nazisme, hein, ont été les premiers à se battre contre eux, puisque les Français sont restés sur la ligne défensive de la ligne Maginot. Bon, ça tout le monde connaît. Mais là, on n'a pas compris. Donc, il y avait ce pacte. Et Staline disait, bah voilà, nous sommes deux impérialistes, parce que Staline, bon, communiste, il en avait que la couleur, il en avait l'esprit de dictature, mais en vérité, c'est un vrai impérialiste. Hein. Ce qu'il voulait, c'est gagner des terres, il était comme le tsar, petit père, c'était un nouveau tsar, hein, rien de plus. Hein. Donc, il pensait s'entendre très bien avec Hitler. C'est allé très loin, cette entente. Pour rappel, vous avez... Ah, je vois ma caméra qui tombe un peu. Vous aviez, des prisonniers... Alors, vous aviez... Non, pas des prisonniers. Vous aviez des communistes allemands qui ont passé la frontière et qui allaient se réfugier en URSS. Après ce pacte, eh bien, il y a eu ces Allemands dont Staline n'en avait rien à faire pour se mettre bien avec Hitler. Si Hitler les voulait, il les renvoyait et ils étaient exécutés. Ensuite, de l'autre côté, vous avez même eu des Allemands communistes qui étaient renvoyés à Hitler pour se faire exécuter. Et Hitler, gentiment, lui a envoyé des Russes blancs qui fuyaient le communisme. Bon échange de procédés entre canailles. Bien, donc, vous voyez, c'était vraiment le grand amour, on pensait à la vie, à la mort. Eh bien non, malgré que son service de renseignement à Staline lui ait dit « Attention, on croit Hitler semble bien préparer une invasion, les troupes allemandes se massent à la frontière », mais vraiment, c'était d'une évidence, ils s'en sont pas cachés, les Allemands. Eh bien non,
Ce n'est que lorsque les troupes allemandes, que cet incapable de Staline a réagi, quand les troupes allemandes s'étaient enfoncées de 30 km en terrain soviétique, alors qu'on ne vienne pas qu'il a réagi pour sauver l'Europe ou sauver la France, hein, celui-là, que Staline a réagi. Seulement à ce moment-là. Eh bien, où est le problème? Eh bien, de la même manière que Trump avec les Iraniens, Hitler n'a pas compris Staline. Alors, revenons à notre problème des Iraniens. Malheureusement, je ne suis pas stratège militaire. Malheureusement, évidemment, je ne veux pas qu'il y ait des morts en nombre comme ça a été avec l'Irak. Je comprends parfaitement les Américains qui ont balle qui veulent pas mourir pour l'Iran. Mais je dis une chose, c'est vraiment un changement de monde qui peut s'opérer si on ne le comprend pas. Donc, qui doit le comprendre? Eh bien, déjà Macron, si lui, il n'a pas d'enfants, Brigitte Macron en a, s'il en a rien à foutre de la France, qu'il pense aux enfants de Brigitte, hein. Parce que là, si on a l'Iran qui devient un héros aux yeux des jeunes, si ça, en Europe, l'Europe tombe aux mains de l'islam politique, eh bien, on est mal. Je suis pas sûre que les descendantes filles de Brigitte Macron vont beaucoup apprécier. Ensuite, eh bien, la Chine doit le comprendre. La Chine qui considère l'islam comme une maladie mentale, n'est-ce pas? Quand l'islam va représenter une influence majeure dans l'ensemble du reste du monde, je ne suis pas sûre que la Chine va arriver à s'entendre et que ça va peut-être déboucher sur une guerre entre ces deux blocs, hein, je ne sais pas. Mais toujours est-il, je ne crois pas que ça soit une bonne solution non plus pour la Chine, ni pour l'avenir de l'humanité. N'oublions pas que la hausse démographique, elle s'explique par un mot, islam. Ensuite, eh bien la France, moi je pense que la France, sa place est au Liban. Au Liban, pour contrecarrer le Hezbollah, pour maintenir la paix et que personne puisse, pas plus du côté d'Israël que de l'autre côté, des mouvements influents iraniens, puissent laisser ce pays vivre sa vie. Et je rappelle, je pense qu'il a été créé, donc je crois même par la France. Il me semble que ce pays, nous sommes faibles, eux le sont encore plus, pour l'instant en tout cas. Il me semblerait très bienvenu que le Liban réclame à devenir un territoire autonome, c'est-à-dire sur tous les plans, si ce n'est sur la politique étrangère, français, au même titre que les territoires d'outre-mer. Il aurait même la maîtrise de son économie, s'il veut, tout ça, mais un lien avec la France pour la défense, pour lutter contre l'islam politique, une coopération sur le plan énergie et une coopération justement sur les risques liés à l'eau. Au manque d'eau, on a compris. Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, comme je vous ai dit, la solution passerait par la monarchie, avec un homme qui a vécu aux USA et qui connaît la mentalité iranienne, c'est-à-dire l'héritier du dernier Shah, qui n'a pas la mégalomanie de son père. Il a connu l'exil, c'est un homme ouvert. Donc, je pense que c'est lui et lui seul. Et vous auriez un interlocuteur valable. Donc, ça doit être mis dans la balance le retour à la monarchie. Et je ne comprends pas comment, au nom de l'islam, on pourrait s'y opposer. Pour rappel, quel but Mahomet poursuit? Il veut créer un royaume de Dieu, pas une république islamique, un royaume de Dieu. Un royaume, il a un roi.
et Mahomet était chef de tribu, et par la suite, ça a été des cheikhs, etc. Donc, je ne vois pas en quoi les Iraniens refuseraient un roi. Donc, surtout donc en se basant sur une théocratie. Hein. La théocratie islamique, je regrette, elle va avec la royauté, elle est inséparable. Donc n'oublions pas, nous avons les outils, là on a déjà dit, qui sont au sud de l'Arabie, etc. Et comment cela pourrait se faire? Eh bien peut-être, n'oublions pas comment sont organisés les Iraniens. Ça peut être leur force et aussi leur faiblesse. Leur force, c'est que quand vous avez coupé les têtes, d'autres têtes ont repoussé, puisqu'ils se sont bâtis un peu sur un système autonome, avec toute une succession de chefs qui remplacent les chefs, et une capacité, donc dans chaque région, d'après ce que j'ai compris, de prendre une certaine autonomie. Mais l'inverse est valable. Si vous prenez des régions qui pourraient être favorables à ce plan-là, un petit grignonnage, un coup, hein, qui reconnaît le roi, des régions, si c'est des régions qui réclament leur autonomie, liberté à tous, eh bien oui, autonomie, et comme pour le Liban, que je prenais l'exemple avec la France, eh bien là, autonomie, mais fidélité à la royauté. Je pense que si à côté vous avez les autres qui crèvent de faim et que les autres qui sont sous ce système-là, où ils voient une royauté où chacun peut vivre sa vie sans risquer de la perdre, où la richesse s'installe, ben je pense que ça va progresser très vite. Hein. Donc là où c'est possible, sans qu'il y ait de dégâts, eh bien il faut y aller. Il faut y aller, installer des défenses, petit à petit, la politique du grignotage. Puisque c'est par petites régions, donc c'est par une petite partie, on a des structures. Il peut y avoir des accords avec l'organisation structurelle locale. On ne bouge pas trop les gens si ils jurent fidélité au roi. Voilà. Bien. Sur ce, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo peut-être donnera un peu à réfléchir. Bonne journée à tous.